Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Les débats de l'été et cette deuxième séquence de ces débats de l'été entre 10h30 et midi, ce sont nos 4 débatteurs de Mettez-vous d'accord, tradition chez Valérie Expert, qui est en vacances et que j'ai le plaisir de remplacer. On salue Valérie au passage. Mais vous le savez, ce matin, l'actualité, nous sommes au plus près de l'actualité sur Sud Radio. L'actualité, c'est bien sûr les Jeux Olympiques et la cérémonie qu'on espère très belle ce soir. Est-ce qu'il plane là une menace à travers ce qui vient de se dérouler? Mais l'actualité, c'est sabotage en série à la SNCF. Alors, nos débatteurs, je vous les présente immédiatement, mais on va suivre l'actualité. Christelle Niasme est avec nous. Bonjour. Bonjour Thierry. Christelle, vous êtes conseillère municipale, donc vous êtes une élue municipale à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Et vous êtes droite républicaine. Et également élu au département du Val-de-Marne. Philippe Bouriaki, vous êtes de sensibilité écolo, mais si je dis Europe Écologie Les Verts, non. Ça va me faire hérisser le poil. Oui. Je suis sorti de cette secte, donc maintenant je suis à l'écologie au centre depuis 2 ans et je suis très fier. Donc écolo-centriste, écolo dans l'âme, mais pas écolo Europe Écologie Les Verts. Merci Philippe, vous réagirez. Voilà. Un autre élu, il est député du Lyot, il a été maire longtemps de Nogent-le-Rotrou dans l'Eure-et-Loire. Harold Huvard, vous êtes centriste, mais centriste critique à l'égard d'Emmanuel Macron, on peut dire ça. Vous n'êtes pas un centriste macroniste. Critique à l'égard de tous les blocs, et de la situation d'impasse dans laquelle on est. On va vous retrouver, on va parler de ça, on va parler politique en effet ce matin. Et puis Bernard Cohen-Haddad, alors vous c'est la société civile, si j'ose dire, qui a présenté sur ce plateau ce matin, puisque vous êtes chef d'entreprise et le porte-parole des chefs d'entreprise à travers la CPME Île-de-France, c'est-à-dire c'est combien d'entreprises au sein de votre syndicat? 7000 en Île-de-France, et je préside aussi un think tank qui s'appelle Étienne Marcel, qui représente les entreprises de la RSE, notamment les PME de la RSE. C'est en pleine actualité comment on peut mieux vivre dans notre cité et mieux travailler dans nos entreprises. La RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et puis alors Étienne Marcel, il faut rappeler qui c'était. On va en faire hurler ceux qui sont loin de Paris et qui en ont marre d'entendre parler de Paris. C'était le monsieur Hidalgo d'une autre époque, c'est-à-dire le prévôt des marchands de Paris, qui était un tisserand et qui s'est battu contre l'absolutisme royal. Voilà, et il était le porte-voix haut et fort des entrepreneurs de l'époque, des artisans de Paris, et il a été un peu maire, donc de fait, il avait le même poids que le maire de Paris à l'époque. Alors je reviens à l'actualité, je vous le disais, vous le savez, ces sabotages qui mettent en danger évidemment le réseau, les trains, mais la sécurité, nous a dit le président de la SNCF, était assurée, donc pas d'accident, mais en revanche des incendies volontaires au moins dans 5 points différents, sur des sites différents, des lignes LGV. C'était très coordonné, c'était prémédité, vous allez l'entendre. Il y a eu à l'instant même, il y a un peu moins d'une dizaine de minutes, une conférence de presse du président de la SNCF depuis la gare Montparnasse. Écoutez ce que disait à l'instant, grâce aux équipes de Sud Radio, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF. On peut penser que l'attaque a été préméditée, a été calculée, a été coordonnée. Oui, je pense qu'il y avait vraiment intention de nuire et nuire gravement, puisque l'endroit aussi où ces incendies ont été provoqués, ce correspond à des bifurcations. Donc pour un seul incendie, on touche 2 itinéraires, deux destinations. Donc oui, il y avait intention de nuire, et intention de nuire les Français qui partaient en vacances. Voilà, c'est les grands départs qui sont menacés, qui sont abîmés. Je le regrette vraiment. C'est pas de notre faute, on est victimes, comme les Français. Mais nous, notre rôle, c'est de réparer le plus vite possible. Alors réparer le plus vite possible. Il faut dire qu'a priori sur la ligne TGV Sud-Est, elle n'est pas touchée depuis la gare de Lyon et dans l'autre sens, depuis Marseille, Aix, Nice même. On peut remonter sur Paris a priori. En revanche, les lignes TGV, les lignes grande vitesse Nord, Est et Atlantique sont touchées. Des trains qui ont entre 1h30 et 2h de retard. Mais évidemment des trains supprimés par ailleurs. Et la gare la plus touchée, c'est d'ailleurs de là que se déroulait à l'instant la conférence de presse du président de la SNCF. La gare la plus concernée, c'est les gares qui vont vers la Bretagne, et c'est donc à Paris au moins la gare Montparnasse, mais Rennes, Le Mans, on y reviendra, monsieur le maire de Nogent-le-Rotrou dans quelques instants, c'est tout l'ouest et le grand ouest vers la Bretagne qui est concerné. Écoutez ce qu'en dit d'ailleurs à cet égard Jean-Pierre Farandou, c'était encore il y a quelques instants à cette conférence de presse
Gare Montparnasse. L'entreprise est mobilisée, bien évidemment, pour que ça dure le moins longtemps possible. On a à faire face à des dégâts importants, particulièrement effectivement sur Montparnasse. Voilà, nous, notre travail, c'est d'abord de réparer. Nous avons mobilisé des centaines d'agents qui sont sur les lieux, bien sûr, qui attendent que les enquêtes de police soient terminées pour pouvoir intervenir. Tous les plans d'intervention sont prêts. Il nous faut, nous pensons, 2 jours à peu près pour arriver à remettre tout ça sous contrôle. En gros, tout le week-end. On fera mieux si on le peut, mais il y a énormément de travail. C'est un travail très minutieux de réparation câble par câble, fil par fil. Voilà, donc mobilisation générale pour faire en sorte que cet incident ait des conséquences les plus réduites possibles pour nos clients. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, et Bruno Pomar, l'ancien du RAID, qui était avec nous en direct, nous a dit tout à l'heure qu'en effet, c'était de fait une opération menée de façon professionnelle par des spécialistes en tout cas, et que là, il y avait volontairement une agression du réseau SNCF. Il est trop tôt évidemment de viser qui que ce soit et de parler d'ingérence étrangère par exemple, mais évidemment la question ce matin, alors qu'il y a 160 chefs d'État et gouvernements qui sont présents à Paris pour la cérémonie d'ouverture, la question reste posée. Je vais vous faire réagir, nos amis les débatteurs de Mettez-vous d'accord. Vous êtes là ce matin. Il se trouve que parmi nos amis ce matin, eh bien, nous avons quelqu'un qui est proche d'un des endroits où les lignes LGV passent, évidemment, mais où surtout où il y a eu une de ces attaques. Harold Duvar, vous êtes aujourd'hui, vous avez été élu aux dernières élections législatives député Lyotte d'Eure-et-Loir. Vous avez été très longtemps le maire de Nogent-le-Rotrou. Nogent-le-Rotrou, c'est le Perche, c'est l'ouest de la France, sur la route du Mans, après Chartres, sur la route de Rennes. Et alors dites-nous, vous avez des détails, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a eu lieu près de chez vous? Oui, alors beaucoup d'éléments commencent à devenir publics. Il est clair qu'une organisation capable de mener des actions sur autant de points du territoire et avec du matériel et de la logistique, parce que incendier un poste d'aiguillage ou des fils de haute tension, ça demande beaucoup de matériel. Il n'y en a pas 36 aujourd'hui en France capables de mener ces actions-là, et manifestement l'action sur le TGV Atlantique a eu lieu à Courtalin, donc dans la communauté de communes, à côté de la communauté de communes que je présidais encore jusqu'à hier soir. Donc manifestement, de Nogent-le-Rotrou. Voilà, donc on va très vite en savoir plus, parce que manifestement ils ont laissé du matériel derrière eux. Manifestement il y a eu aussi un acte de sabotage sur le TGV Sud-Est qui a été déjoué. Donc il est très clair qu'on saura à peu près rapidement, avec un haut niveau de vraisemblance, d'où vient le coup. C'est simplement un rappel du fait que on est aujourd'hui dans une journée extrêmement sensible, et que du coup la vigilance, la discipline aussi, y compris des voyageurs et de la population, est la clé pour permettre à notre pays de passer ce moment qui est forcément un moment compliqué. On s'est attaqué, selon vous, au maillon faible, finalement, là où c'est une diversion. C'est pas là qu'aujourd'hui on avait tous les regards. Tous les regards sont sur la Seine, tous les regards sont à Paris, et donc là, finalement, certains ont profité de ça pour essayer d'aller enfoncer peut-être un endroit de difficulté. Manifestement, on est face à des gens organisés, donc on ne peut pas savoir quel est leur objectif final. Donc on voit bien que les autorités réagissent en mettant des moyens sur les gares, puisque ça peut être l'indication que les gares sont le maillon sensible. Là aussi parce qu'il y a des foules et des mouvements de foule qui vont avoir lieu aujourd'hui avec les départs en vacances. Mais je pense que moi j'ai vécu les attentats quand j'étais plus jeune en cabinet ministériel. Il faut aborder de 2015 et la suite. Il faut aborder ces moments-là en étant prêt à tout. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous ferai réagir nos 3 autres débatteurs de Mettez-vous d'accord dans quelques instants. La pub, et puis on revient bien sûr en direct sur Sud Radio sur cette attaque concertée dans 5 points névralgiques des réseaux de transformation et de transport des informations électroniques pour la gestion des TGV en France, les sabotages contre la SNCF. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Ce sont les débats de l'été et c'est l'actualité de l'été. C'est chaud aujourd'hui et c'est sur Sud Radio, bien sûr, radio du rugby, radio du sport et bien sûr radio de l'actualité et des coulisses des Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture. On est très focalisé sur la question de la sécurité, et bien à cause de cette attaque concertée cette nuit, des professionnels de la mafia, du terrorisme, on ne sait pas, ou des gens hostiles tout simplement de façon idéologique au réseau SNCF, au train à grande vitesse. On se souvient de groupes d'extrême gauche qui avaient attaqué déjà il y a quelques années le réseau SNCF. Alors je vais vous faire réagir. On a entendu l'intervention de l'ancien maire de Nogent-le-Rotrou, puisque, rappelez-nous, la commune qui a été attaquée cette nuit. C'est Courtalin, où il y a un poste d'aiguillage et un passage à niveau. Et TGV, donc de la ligne
ligne grande vitesse de l'Ouest vers la Bretagne. On sait, Jean-Pierre Farandou l'a précisé il y a quelques instants, le PDG de la SNCF sur Sud Radio, que c'est surtout ce réseau-là qui a été impacté. Qu'est-ce que vous inspire peut-être Bernard Cohen-Haddad, vous êtes le représentant de la CPME, c'est-à-dire le syndicat des petites entreprises et moyennes entreprises de l'Île-de-France. Vous vouliez réagir sur l'impact que ça vous choque? Oui Thierry, moi je pense qu'on est aujourd'hui dans une journée symbolique. S'il y a des journées symboliques, aujourd'hui c'est vraiment la journée de la cérémonie d'ouverture, donc tous les regards sont braqués sur la France, y compris les hackers, y compris les malveillants, les malfrats. La preuve. Et que ce geste n'est pas anodin. On a voulu quand même nous gâcher la fête. On a voulu aussi plomber un moment l'économie parce que ce qui vient d'arriver, ça coûte de l'argent aux contribuables, ça coûte de l'argent à la SNCF, ça nous coûte de l'argent. Et puis tous ceux qui devaient accueillir la vie économique, ça regarde aussi, ça perturbe aussi la vie dans les territoires. Donc ce n'est pas anodin, c'est une volonté de gâcher la fête. Parce qu'on peut appeler, excusez-moi, je suis un peu plus cash, des activistes. Il faut dire les choses, ce sont des activistes. Ceux-là même qui, il y a une semaine, 10 jours, nous ont fait des pétarades dans les méga-bassines, vous voyez, contre les méga-bassines. Vous pensez que c'est les mêmes? Mais je veux dire, c'est le même système qui vise à bloquer à un moment la fête des JO. Alors qu'on est là, plutôt que de déplacer des policiers, des gendarmes, tout simplement faire en sorte qu'on soit concentré sur un événement. Y compris pour perturber, je le redis, des écosystèmes locaux, régionaux, parce que aujourd'hui, ce que veulent les gens, c'est profiter de leurs vacances. Les entreprises, les consommateurs, tout simplement profiter du monde qui les entoure, s'acheter un certain nombre de choses, aller dans les restaurants, aller sur des lieux de villégiature et non pas se plomber la vie à savoir comment on va faire pour regagner tel endroit alors qu'on a des familles monoparentales, alors qu'on a des enfants à récupérer, alors qu'on a des personnes en situation de handicap qui se retrouvent en difficulté pour se déplacer. C'est ça la réalité, Thierry. Oui, vous avez publié un livre qui s'appelle L'avenir appartient aux PME et donc nous on se met à la place on a souvent des chefs d'entreprise, des artisans, des PME au téléphone sur Sud Radio. Et d'ailleurs, si vous voulez réagir, ceux qui nous écoutaient ce matin au 0826 300 300, soit parce que vous avez un témoignage, soit parce que vous voulez réagir à ce sabotage à la SNCF ou ces vacances gâchées parce que vous partiez, vous n'hésitez pas, vous nous appelez, on vous passe à l'antenne 0826 300 300. Si vous êtes bloqué en gare et que vous voulez réagir par exemple, eh bien appelez-nous. On imagine tout le travail qui a été mis en place par les commerçants aussi, au-delà même des Jeux, qui dans toute la France attendent leurs voyageurs, leurs touristes, leurs vacanciers, et qui là se disent, ils vont peut-être renoncer, ils vont peut-être refuser de venir finalement parce que les trains sont bloqués. Il y a une difficulté d'accès, les chiffres d'affaires, on voit bien, y compris les soldes, sont en dessous des attentes, on est à moins 20, moins 30%, c'était mercredi, la fin des soldes, je vous rappelle Thierry. Donc on a des chiffres d'affaires compte tenu d'un début d'été qui a été extrêmement pluvieux, plus ou moins anxiogène, avec des baisses de chiffres d'affaires. On a une année, je parle de date à date, c'est-à-dire de 2023 à 2024, qui n'a pas été exceptionnelle. Et là, les soldes, alors vous avez déjà un petit bilan? Oui, on est sur à moins 50%, je veux dire des 51% des commerçants qui ne sont pas à la hauteur du chiffre d'affaires qu'ils attendaient, 75% qui pensent effectivement avoir perdu entre 20 et 30% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, et 31% qui pensent que l'impact JO n'a pas un effet, comment dirais-je. On est un peu perdu dans tous vos chiffres. Ce qu'on retient, c'est que c'est pas aussi beau que ce qu'ils rêvaient de faire. C'est tout simplement qu'il y a un faisceau d'indices qui fait que ça va pas à la fête des entrepreneurs et que ce qu'on arrive aujourd'hui et ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas fait pour encourager, même si on pense d'abord à celles et ceux qui doivent se déplacer et qui se trouvent dans une situation difficile, surtout en cette période d'aujourd'hui où un certain nombre, je parle de Paris, d'accès de mobilité sont fermés. Donc on voit bien que la situation est extrêmement difficile, pour pas dire catastrophique, anxiogène, pour ceux qui avaient prévu de prendre le train à la gare Montparnasse et qui, j'espère, pourront partir ce soir ou au plus tard demain afin de regagner leur ville de villégiature et aller tout simplement passer de bonnes vacances et pouvoir acheter français, du Made in France dans les territoires. Alors, je reviens sur ces précisions que nous vous donnions tout à l'heure et qui ont été abondées, si j'ose dire, par le président de la SNCF lui-même depuis la gare Montparnasse. Ce sont surtout les lignes
Est, Atlantique et Nord qui sont touchés, nous disait Jean-Pierre Farandou, les lignes LGV, Atlantique vers la Bretagne, donc déjà vers Le Mans, puis Rennes. Le Mans est déjà, donc on le disait à l'instant, Nogent-le-Rotrou, près de Nogent-le-Rotrou, à Courtalin. Ça a été un des lieux où on a brûlé de façon volontaire, en effet, les câbles des lignes TGV. Sur l'ensemble sud-est, à partir de la gare de Lyon, il semble que les choses aient été maîtrisées et qu'on ait évité une des attaques, notamment, en faisant fuir les auteurs. On retrouvera une partie de leur matériel, ce qui permettra peut-être de donner des éléments aux policiers. Donc la ligne LGV sud-est, elle, a été à peu près préservée. Mais attention, vous avez au moins entre 1h30 et 2 heures de retard des trains à partir de Montparnasse vers la Bretagne, vers Brest, Rennes et Quiberon. Et puis, peut-être certains trains supprimés. Il faut y faire attention. On se retrouve tout de suite avec les infos, bien sûr, et puis la suite de nos grands débats de l'été avec Mettez-vous d'accord et nos 4 débatteurs. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Avec nous 4 débatteurs, c'est la tradition ici, vous le savez, entre 10h30 et midi. Et ce matin, eh bien, Christelle Niasme, conseillère municipale dans la région parisienne, en Ile-de-France, Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, droite républicaine. Christelle, à ses côtés, Harold Huvar, vous êtes député Lyotte, élu il y a quelques semaines, élu au début du mois, aux dernières législatives, député Lyotte, centriste un peu assez indépendant, d'Eure-et-Loir. Vous avez été maire de Nogent-le-Rotrou et vous nous racontiez il y a quelques instants que vous étiez jusqu'à hier soir le président de cette communauté de communes dans laquelle il y a Courtalin, une des communes sur lesquelles figurait un des 5 nœuds ferroviaires attaqués hier par les sabotages au cours de la nuit. Avec nous aussi Philippe Bourriaki, vous êtes conseiller régional écologiste indépendant d'Europe Écologie Les Verts, un des écologistes centristes d'Île-de-France, membre de la commission des sports du conseil régional. Et puis un chef d'entreprise qui représente la société civile parmi nos débatteurs ce matin, le président de la CPME Paris et patron du think tank Étienne Marcel, auteur de L'avenir appartient aux PME, Bernard Cohen-Haddad. Alors comment réagissez-vous ? Il y a quelques instants, Bernard Cohen-Haddad disait ça procède de l'état d'esprit, notamment des éco-terroristes, des éco-violents, des écologistes violents qui sont allés de façon virulente contester l'existence des méga-bassines. Vous, l'écologiste de cœur que vous êtes, Philippe Bourriaki, vous vous sentez concerné par cette interpellation de Bernard Cohen-Haddad ? Au fond, cet état d'esprit délétère installé par l'éco-violence serait à l'origine de ce qui vient de se produire à la SNCF ? Alors, tout d'abord, mes premières pensées vont à toutes celles et tous ceux, et je remercie Bernard de l'avoir souligné tout à l'heure, ces femmes et c'est aussi ces hommes, mais bon, en général c'est plutôt ces femmes isolées, monoparentales, ces grands-parents qui souffrent de la solitude et qui devaient recevoir leurs petits-enfants, les personnes en situation de handicap, les colonies, enfin vraiment tous les gens fragilisés qui se faisaient des vacances, un moment de bonheur pour recevoir la famille ou les amis. On a fait beaucoup de mal. Ma deuxième pensée, c'est pour toutes ces femmes et ces hommes de la SNCF, des entreprises environnementales. D'abord ceux qui sont bloqués, les voyageurs, parce que là, premièrement les voyageurs, deuxièmement toutes celles et tous ceux qui vont essayer par tous les moyens de résoudre, et donc tous les services de l'État évidemment, et j'appelle vraiment les usagers à attendre le message SMS ou mail de la SNCF. J'ai une particularité qui n'était pas très en vogue quand j'étais à Europe Écologie Les Verts, c'est que je suis un spécialiste de la sécurité et que j'aime l'ordre et la sécurité. S'il vous plaît, ne vous rendez pas en gare si vous n'avez pas reçu de message, parce que le problème d'une influence en gare, moi je pense aujourd'hui à nos anges gardiens, nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, qui sont sur le pied de guerre pour nous apporter la sécurité au péril de leur vie. S'il devait y avoir un acte malveillant supplémentaire, une sorte d'attaque en gare, quoi. Vous savez, moi je suis optimiste de nature, mais j'essaie d'être le plus prudent possible. Vous avez une concentration de gens qui vont affluer et qui vont se retrouver bloqués. Au lieu d'avoir 50 000 personnes, d'un coup vous en avez 100 000. Ouais. Si vous faites un dégât,
il est multiplié par 10 du coup. Vous redoutez au fond, alors complètement hypothèse d'école, attention, je dis bien aux auditeurs qu'on n'est pas là dans le factuel, du tout. C'est pas un fait, mais vous nous dites finalement, on pourrait en parallèle, tous les regards sont focalisés sur la cérémonie, et beaucoup de policiers sont mobilisés là-bas. Dans un premier temps, c'est ça le scénario noir que vous... Le scénario noir, c'est on regroupe et puis il peut y avoir... On bloque les gens dans les gares en ayant attaqué les sites ferroviaires et puis du coup une attaque derrière. Je ne veux pas qu'on cède à la panique, mais je veux qu'on soit responsable et il est important que chaque... Bernard Cohen-Haddad avait raison de dire on nous gâche la fête là, parce que et nous-mêmes on en rajoute, je reconnais. Mais la prudence prévaut aujourd'hui pour tout le monde, et si il vous semble quelque chose d'anormal, signalez-le immédiatement aux forces de sécurité, parce que... quand même, comment est-ce qu'on peut suivre votre conseil? Parce qu'on se dit, bon, ok, tant pis, mon train ne redémarre pas avant 13h, là, il y a encore 2 heures d'attente, bon, je vais quand même en gare, c'est normal, j'ai envie de partir. N'y allez pas, parce que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir partir. Deuxièmement, vous allez encombrer des services d'urgence si, éventuellement, il y avait ne serait-ce qu'un mouvement de panique. Enfin, vous savez, quelqu'un qui fait une crise d'hystérie parce qu'il est angoissé par la foule. Moi, je suis agoraphobe, donc, vous voyez, et je lutte contre ça au maximum. Vous prenez pas de train aujourd'hui, rassurez-vous. Non, je l'ai pris hier, parce que mon vol a été annulé, et je ne citerai pas la compagnie, mais on en parlera un autre jour. Et donc je remercie en tout cas la SNCF de m'avoir permis au dernier moment de prendre mon train pour être présent aujourd'hui chez vous. Mais vraiment, vous savez, on a parlé d'éco-terrorisme, et nous, en tout cas à l'école Géocentre, et même quand j'étais à l'Europe Écologie des Verts, je condamnais toujours les actions violentes, et par contre les happenings pacifistes, mignons, qui interpellent les gens, qui les pénalisent pas, comme quand on bloque le périph', ça fait chier le français moyen qui veut aller bosser ou qui doit récupérer son monde. On retire le verbe voilà, ok, c'est oui, fini. Non, il faut se dire les choses. Vous êtes bloqué, vous devez aller chercher vos mômes à la crèche, sinon vous allez les retrouver au commissariat après 19h. C'est un traumatisme pour l'enfant, c'est un traumatisme pour la maman. Pour des gens qui, à juste titre, veulent interpeller sur le réchauffement climatique, mais c'est pas les bonnes méthodes. Ça embête pas le président de la République, ça embête le pauvre citoyen qui n'a pas d'autre alternative. Donc moi, j'ai toujours été contre ça. Et par contre, des attaques ciblées, organisées, structurées, c'est-à-dire que ça demande du repérage, ça demande du matériel, ça demande de la formation, me fait dire que c'est pas des éco-terroristes, mais une structure bien plus complexe. Vous redoutez que ce soit autre chose? Moi, je le dis carrément, j'ai dans la ligne de mire le Kremlin. Vous dites la Russie. Voilà. Alors, je suis pas soumis au même protocole diplomatique que notre chef d'État, mais on savait qu'ils allaient nous compliquer la vie par rapport à notre soutien à l'Ukraine. Moi, je suis un soutien indéfectible à l'Ukraine, donc je l'assume pleinement. Et c'est pour ça que je fais attention à toutes les fréquentations et toutes celles qui viennent m'approcher. Je check avant. Je dis bien, nos auditeurs, c'est pas une info, c'est une opinion. Non, c'est une opinion personnelle de Philippe Bouriac, conseiller municipal et conseiller régional d'Île-de-France, indépendant, porte-parole national de l'écologie au centre. Vous soupçonnez la Russie derrière cette action. Vous ne pouvez pas coordonner de façon. En tout cas, une ingérence étrangère. Mais c'était évident, on le savait qu'ils allaient par tous les moyens nous pourrir la vie. Mais c'est pour ça que j'appelle nos concitoyens, s'il vous plaît, si vous ne recevez pas le SMS ni le mail, ne vous rendez pas en gare, je vous en supplie. Christelle Niasme, vous êtes un de nos 4 débatteurs, une de nos 4 débatteurs ce matin. Il va pas un peu fort, Philippe Bouriaki, là Oui, je pense qu'il y a effectivement une intention profonde de nuire. J'irai pas jusqu'à dire une ingérence. Oui, enfin c'est extrêmement coordonné. On voit qu'on est sur des sites ferroviaires. Il y a quand même une certaine technicité. Enfin moi, vous me laissez sur des rails, je suis incapable de vous définir ce qu'est un poste d'aiguillage et où il faut brûler un câble pour empêcher une ligne d'avancer. Il y a une vraie connaissance des infrastructures. Il y a des points spécifiques qui ont été touchés et quand ils l'ont fait, ils savaient pertinemment où bloquer la situation. Donc, enfin, j'irai pas jusqu'à dire ingérence étrangère, mais je veux dire que ce blocage, il nous avait été promis. On a parlé d'activistes tout à l'heure. Il nous avait été promis par l'ultra-gauche. Enfin, ils n'en se sont pas cachés. Ils font même des opinions politiques parce qu'ils nous promettent à la rentrée de venir sur ces sujets pour dire à quel point les Jeux Olympiques sont un ratage monumental. Alors, comment mieux défendre cette idée que de contribuer peut-être un peu à gâcher la fête. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 000 spectateurs qui sont attendus. On a toutes nos forces de sécurité qui sont extrêmement mobilisées. Il y a même eu des appels qui ont été faits pour infiltrer les réseaux bénévoles
pour pouvoir saboter la fête. Enfin, je veux dire, il faut quand même, dire où on est. Il y a une véritable volonté de saboter la fête et tout le projet autour des JO. Philippe Bouriaki, à l'instant, vient de nous dire, écolo, de sensibilité écolo, vient de nous dire, c'est peut-être même une ingérence étrangère. Certains se demandent si ça peut pas venir aussi de l'extrême gauche française, parce que on se souvient de 2008, Julien Coupa, le groupe de Tarmac, qui avait attaqué des lignes TGV et qui prévoyait des opérations beaucoup plus solides. Alors ce groupe était surveillé, ils ont été condamnés, emprisonnés à un moment donné, donc peut-être qu'il ne s'agit pas du tout d'eux, mais on se souvient de cette époque. Oui, mais là, donc peut-être que c'était des lignes caténaires, c'était TGV, il s'agissait de bloquer. Bien sûr. Non, mais là, ça s'est passé en même temps, en simultané. C'est une attaque en règle. En termes militaires, ça a été coordonné. C'est pour ça que ça me laisse penser, mais quand Christelle a tout à fait raison en parlant de l'extrême gauche qui a voulu infiltrer des bénévoles, et puis surtout qu'ils ont fait des appels à la grève aujourd'hui, etc. Mais je rappelle qu'ils ont les mêmes connivences et les mêmes accointances avec le régime de Poutine. Harold Duvard, vous êtes député aujourd'hui, vous avez donc été maire et président de cette communauté de communes de Nogent-le-Rotrou, où il y a Courtalin, on le répète, un des endroits où il y a un des postes qui a été brûlé cette nuit. Ça vous inspire quoi, la réaction de Philippe Bouriaki et de Christelle Niasme en disant ingérence étrangère? Alors, on ne sait pas à ce stade. On saura très vite, puisqu'il est clair qu'une attaque de cet ordre mobilise du matériel, des moyens, laisse des traces, et donc on l'a pas anticipé. On l'a pas anticipé parce que c'est impossible de sécuriser un réseau ferroviaire qui parcourt la totalité du territoire français. Et puis ce sont des zones rurales. Courtalin, il y a personne tout autour. Par contre, un poste d'aiguillage, une bifurcation de ligne TGV, c'est une très grosse infrastructure. Pour pouvoir l'endommager, il faut des très gros moyens. Donc moi, ça plaide pour une organisation très structurée. Elles sont souvent identifiés, donc il n'y en a pas à 36 aujourd'hui qui sont sous surveillance. On saura donc les choses très vite d'où vient le coup. En revanche, on ne connaît pas l'objectif final de ce type d'action. C'est là où Philippe Bouriaki a raison. Et c'est là que le sujet des gares qui a été pointé par les autorités publiques en concentrant, il y a 55 000 forces de l'ordre, sans compter les militaires de Sentinelle aujourd'hui dans Paris. Les gares et l'encombrement dans les gares liées à l'arrêt des trains. Donc vous dites-vous aussi, comme Philippe Bouriaki, aux gens. Donc il faut effectivement ne pas aller dans les gares par prudence, attendre, c'est les consignes de la SNCF, attendre le SMS ou l'appel qui invite. Si j'ai un train, j'ai envie de le prendre, mon train. Oui, mais quand il n'y a pas de train, ça sert à rien d'aller le chercher, puisqu'il ne va pas démarrer tout seul. Donc, c'est vrai. Mais il y a aujourd'hui tous les moyens de connexion qui font qu'on appelle les clients et donc à l'avance. Donc on va pas nous accuser d'en faire trop et de gâcher la fête. Il ne faut pas en faire trop. Vous savez, quand on ne transige pas avec la sécurité, l'enjeu il est trop important. C'est 1 milliard de personnes qui regardent la France et donc ça concentre et ça suscite toutes les possibilités de déstabilisation. Les 4 débatteurs de Mettez-vous d'accord, on les retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Les débats de l'été et Sud Radio. Et sur Sud Radio, c'est chaud. On suit l'actualité, bien sûr. La plus difficile, la plus délicate, c'est ces attaques en groupe, multi-sites. 5 sites de la SNCF et de points névralgiques pour la transmission des informations électroniques pour gérer les TGV. Les câbles ont été brûlés, vous le savez. Donc, 5 sites en France. Et d'après le président de la SNCF qui s'exprimait il y a quelques instants sur les médias en général et Sud Radio en particulier, eh bien, même si la ligne TGV Sud-Est, gare de Lyon à Paris jusqu'à Nice, jusqu'à Perpignan même, eh bien via Marseille, via Aix, n'est pas touchée. En revanche, ce sont les lignes Nord, les lignes Est et surtout la ligne Atlantique vers la Bretagne qui sont touchées. 1h30 à 2h de retard des trains, quelques trains supprimés et gare Montparnasse à Paris, pas de reprise des trains avant au moins 13h. Et puis je vous le disais à l'instant, eh bien autre actualité qui vient de tomber puisque ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, là, aux États-Unis, avec le président, élection américaine, le président Barack Obama, qui apporte pour la première fois son soutien à Kamala Harris, la démocrate, bien sûr, et qui succède dans la candidature à la Maison-Blanche pour succéder à Joe Biden lui-même, qui a donc renoncé. Mais ça, vous le savez. On revient avec nos 4 débatteurs que je vous présente à nouveau. Christelle Niasme, vous êtes Christelle Niasme, je le rappelle, conseillère municipale droite républicaine à
Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Harold Duvard, vous êtes député Lyotte d'Eure-et-Loire, de Nogent-le-Rotrou. Philippe Bouriaki, conseiller régional écologiste indépendant d'Île-de-France. Et Bernard Cohen-Haddad, vous êtes président des petites et moyennes entreprises de la région francilienne. On va commencer par vous, Harold Duvard, parce que vous nous parliez à l'instant de Courtalin, cette commune proche de Nogent-le-Rotrou, où un poste TGV de ligne grande vitesse a été incendié cette nuit, très bien, ou très mal. Et puis il y a aussi chez vous un réseau de PME, d'entreprises, et vous êtes très en pointe sur ces sujets. Vous défendez aussi, vous, les entreprises françaises, et vous vouliez là pousser un coup de gueule parce que vous êtes blessé au fond du fait qu'on laisse tomber Duralex, hein, on se souvient, Duralex, le verre, nos verres d'enfance. Non, mais je voulais avoir une pensée pour Duralex et pour les salariés. C'est une entreprise que j'accompagne avec la région. Je suis toujours vice-président à l'économie de cette belle région Centre-Val-de-Loire. Ils sont à Orléans. Et je voudrais, dans un moment où on parle beaucoup des Jeux Olympiques, beaucoup de politique, beaucoup d'Amérique, rappeler qu'on a aussi nos entreprises qui souffrent, notre industrie. En ce moment même, il y a Duralex qui est au tribunal de commerce. Et dont on a perdu Caddy aussi. Oui. Voilà, on en a perdu beaucoup et ça risque de continuer. Donc là, il y a la possibilité d'une reprise, mais il ne faut pas que les emplois soient détruits et que les verres Duralex soient produits ailleurs que chez nous. Et puis, il y a aussi la perspective d'avoir une coopérative. Donc aussi des solutions qui sont alternatives pour reprendre ça. Je voudrais simplement que dans ces moments où l'actualité est très chargée, pour une fin de juillet c'est très chargé, qu'on ait aussi une pensée pour tous les Français qui travaillent et pour lesquels il n'y a pas de trêve olympique, et puis pour toutes nos entreprises qui essuient des difficultés, l'industrie mais aussi commerce, restaurateurs, artisans, parce que c'est ça le moteur de la puissance française et c'est ça aujourd'hui qui est fragilisé. Mais c'est quoi votre coup de gueule? Parce que, pardonnez-moi, mais je fais l'objection. Évidemment, on est assez critique à l'égard d'Emmanuel Macron ici, mais il a tenté de relancer depuis 7 ans l'industrie française, de revenir à ce qu'il appelle notre souveraineté industrielle. Il a relancé, on voit arriver dans un contexte où l'automobile prend le virage électrique, des méga factories, des gigafactories du côté de Dunkerque, de nouvelles usines dans des tas de domaines qui sont liés à l'énergie. Il y a une tentative quand même de relancer l'industrie. Il y a une tentative pour relancer l'industrie, mais si on ne crée pas derrière les conditions pour que l'industrie ou l'économie puisse reprendre durablement, on est en difficulté. Si on règle pas la question des marchés de l'énergie, on n'arrivera pas à sauver certaines entreprises. Si on règle pas la question du travail, de la main-d'œuvre, des recrutements, on n'arrivera pas à recruter et à faire se développer nos entreprises. Si on réglera pas la question du foncier disponible de la même façon. Bref, il y a la réindustrialisation, le développement économique pose tout un tas de questions qui aujourd'hui sont toujours sur la table. Bon, mais par exemple sur l'énergie, certains élus proches du gouvernement encore en place nous disaient il y a encore quelques heures, attention, si le nouveau Front Populaire arrive au pouvoir, il y aura un aller-retour encore une fois sur l'énergie nucléaire et ça c'est pas bon. Oui, alors attention, le nouveau Front Populaire, pour l'instant ils sont très très loin du sujet, quoi qu'ils en disent, puisqu'il n'y a pas de majorité en faveur d'une telle option. En revanche, on a toujours des marchés de l'énergie qui sont complètement dérégulés et totalement instables, et Duralex, et on pourrait en citer plein d'autres, c'est l'exemple même de ces entreprises qui aujourd'hui tombent à cause de l'instabilité des prix de l'énergie. Et donc si on est dans une économie de guerre, si on a toujours la perspective de déstabilisation géopolitique, il faut remettre des règles sur les marchés de l'énergie qui ont été trop libéralisés ces dernières années. Oui, ces magnifiques objets en verre, le verre, pour produire des objets en verre, ça il faut énormément d'énergie et beaucoup de gaz en effet pour brûler, faire fondre. Mais c'est un symbole de la France, les verres Duralex, les verres de cantine qu'on a tous connus avec le numéro. Quel âge as-tu? Bernard Cohen-Haddad, vous qui êtes patron et président des PME d'Île-de-France. J'étais à Orléans il y a 15 jours justement pour parler un petit peu de ce que je pense des PME. Et c'est vrai, Thierry, qu'il faut mettre en valeur le Made in France. Et là, on a un exemple de la production française. Vous savez, en France, on a... Le label France Garantie, créé par Yves Gégaud, c'était une bonne chose. Arnaud Montebourg aussi, qui s'est mobilisé. Il y a une volonté en France de relancer tout ça depuis quelques années, mais il faut peut-être aller au-delà des mots, Thierry, parce que c'est bien de dire des choses, c'est mieux de les faire dans la réalité. Et aujourd'hui, on a quand même une balance commerciale qui est déficitaire depuis un certain nombre d'années. On filialise plus qu'on exporte. Et il faut aider nos entreprises de production dans les territoires, alors qu'on surconsomme et qu'on ne produit pas assez dans le territoire. C'était très bien dit par
par notre ami député. Antoine. Il y a un vrai problème aujourd'hui. Il y a un vrai problème aujourd'hui de coût de l'énergie pour les entreprises. Malgré, il faut le reconnaître, l'action positive. Je crois qu'il ne faut pas être négatif tout le temps de Bruno Le Maire sur la stabilisation des coûts. Je vous rappelle qu'on n'avait jamais vu ces 3 dernières années des piscines en Île-de-France ou dans d'autres départements qui fermaient parce qu'on n'arrivait pas à chauffer les bassins. Faut pas l'oublier d'où on vient. Donc aujourd'hui, on a une capacité d'aider cette entreprise. Je suis un peu plus réservé sur la coopérative. Ça marche jamais très bien si c'est pas un projet initial. Mais je pense que s'il faut aider Duralex, parce que c'est du made in Île-de-France, c'est du made in territoire, c'est aussi du savoir-faire. Il n'y a pas qu'à l'école et dans les cantines, il y a aussi chez les designers des choses qui sont très bien chez eux. Et puis il faut mettre les moyens pour les accompagner à l'export, y compris en accompagnement territorial. Christelle Nias. Oui, moi je me désole. Enfin, effectivement, je pense qu'il faut penser à nos entreprises et je pensais, comme vous l'aviez dit Thierry, on a perdu Caddy il n'y a pas très longtemps. Il y a également toutes les entreprises dans le textile. Enfin, on n'arrête pas de voir toutes nos entreprises enfin, c'est même notre savoir-faire qui est en train de disparaître progressivement et au profit de modes. Alors, on peut mettre aussi en cause les modes de consommation différents. Quand on parle des chaussures ou du textile, il y a aussi une nécessité de nous adapter aux nouveaux modes de consommation. Mais peut-être que là également, il faudrait travailler sur ce que vous disiez, le prix de l'énergie. La fiscalité aussi de nos entreprises. À un moment donné, quand ça vous coûte plus cher d'embaucher que de ce que vous gagnez du bénéfice que vous réalisez, c'est très complexe pour nos entreprises. Donc il y a toute une réflexion à mener dans ce projet de relance sur la capacité à accompagner nos entreprises dans un contexte qui a beaucoup évolué et également le travail sur la relance de la consommation autour, parce que les Français aussi, eux, sont soumis aux mêmes difficultés que les entreprises. Si on ne travaille pas sur la manière dont on relance la consommation, la problématique est générale, le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le yak à faucon, alors même que d'une part les autorités ont essayé de relancer le gouvernement, et puis que les Français eux-mêmes ont du mal parfois à accepter qu'une usine vienne s'installer à côté de chez soi. Ça c'est mieux chez les autres, c'est vrai. L'acceptabilité, c'est un sujet. Alors je vais me faire. Mais je parlais il y a quelques semaines de la loi TEPA. Moi je regrette qu'on ait mis fin à cette loi. C'est gravissime. On défiscalisait les heures supplémentaires. J'en parlais encore avec une dame, quelqu'un de très bien qui est femme de ménage, et elle me disait je travaille dur mais aujourd'hui voilà, et pourtant exactement. On revient sur ces sujets dans quelques instants et puis on vous tient au courant évidemment des suites, des conséquences de cette attaque dans 5 points névralgiques des lignes LGV vers le nord, l'est et surtout l'ouest, la Bretagne de la France à partir de Montparnasse. À tout de suite, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et je vous dis tout, hors antenne, il y a quelques instants, nos 4 débatteurs nous disaient là ce matin, on est tous d'accord. Ouais, il y a une forme d'unanimisme autour de ce qui, malheureusement, du constat et des conséquences sur ce qui vient de nous arriver avec ces 5 actes de sabotage concertés, organisés dans la nuit, 5 points différents sur les nœuds électroniques, les câbles qui permettent de transporter les informations pour gérer les TGV, vous le savez, et donc les lignes vers l'ouest en particulier, les LGV vers l'ouest, la Bretagne, sont très fortement perturbées avec des scènes de sidération et de grande déception des voyageurs, notamment en gare Montparnasse où tout est bloqué au moins jusqu'à 13h. À l'instant, Raoul Duvar, donc un de nos 4 débatteurs ce matin avec Philippe Bouriaki, Bernard Cohen-Haddad et Christelle Nias, vous preniez la défense de Duralex et de l'industrie française et je réagissais en disant mais enfin, est-ce qu'on ne fait pas du yak à faucon un peu facile alors même que les Français eux-mêmes demandent le retour des industries, mais ils veulent pas à côté accepter parfois dans l'espace, le terrain qui est à côté, une nouvelle usine. Tout de même, nous sommes tous responsables de ce qui nous est arrivé depuis quelques années, non ? Oui, on n'est pas débordé non plus par les installations et les implantations d'usines en France. Donc je pense que il y a l'acceptabilité, la population, elle accueille quand même très favorablement les extensions d'entreprises. Parfois il y a des problèmes de voisinage, mais on peut avoir des problèmes de voisinage pour un poulailler aussi.
aussi, hein, donc les poulaillers se portent bien. En revanche, je pense qu'il y a un socle des Français qui est favorable à la défense de son industrie, de sa puissance productive, parce que tout le monde a bien compris que c'est quand même la base de notre puissance économique et donc de notre capacité à financer nos services publics derrière aussi. Oui, mais Harold Duvar, vous parliez d'énergie tout à l'heure. Oui. Un grand nombre de paysans, d'agriculteurs qui ont essayé et qui ont fini par installer un méthaniseur où on retraite les déchets organiques qui permettent de produire du gaz, ont vu des mouvements se lever avec parfois des pétitions, y compris d'écologistes, en disant non, alors que c'est un gaz qui est produit naturellement à partir de déchets organiques de leurs champs et qui permet d'avoir du gaz pour chauffer et pour produire de l'énergie. Moi, je présidais la communauté de communes du Père jusque très récemment. J'ai installé des méthaniseurs et c'est assez facile d'expliquer aux gens que s'ils veulent garder il faut bien garder de l'élevage. Les méthaniseurs y contribuent et que s'ils veulent pas de méthaniseurs, il faudra accepter des éoliennes et ainsi de suite. Donc, on peut avoir toutes les pétitions qu'on veut, on peut avoir tous les débats qu'on veut. À la fin, il faut quand même mettre des solutions sur la table. Et je crois que dans ce pays, la voie est assez. Si on met de côté un peu les polémiques du jour, la voie, elle est assez tracée. Le problème, c'est qu'on ne résout pas les questions de fond qui sont la cause des problèmes qu'on a à traiter. Les questions de fond alors par exemple, la question de l'énergie aujourd'hui, qui expose les ménages les plus fragiles ou les entreprises les plus consommatrices d'énergie. On n'a pas parlé des cimenteries, mais les cimenteries ferment aussi en France à cause de l'énergie. On ne traite pas la question de fond qui est quelles sont les règles qu'on veut sur le marché de l'énergie 20 ans, 30 ans, 40 ans après la libéralisation. Christelle Nias nous disait aussi, c'est une histoire de fiscalité. Bernard Cohen-Haddad... Moi, je crois qu'il faut faire attention, Thierry, de voir quand même que l'industrie, elle a évolué depuis Victor Hugo... ou Émile Zola, je crois on est dans l'entreprise 4.0. Vous voulez dire qu'elle a une mauvaise image, alors que c'est-à-dire qu'une partie de l'ultra-gauche nous dit que l'entreprise c'est Satan, comme Madame Rousseau nous dit que le travail c'est une prison et qu'il faut pas manger de viande. Donc au bout d'un moment, il faut quand même remettre les choses dans un périmètre, une réalité. Aujourd'hui, on a une industrie propre, avec des limites de pénibilité, avec des entrepreneurs qui mettent de l'argent pour produire du made in territoire, du made in local, du made in France, qui font des efforts, y compris en qualité de vie, conditions de travail, avec une capacité de traiter ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire toute la chaleur qui est utilisée par les machines pour les récupérer, soit pour chauffer, soit pour, pouvoir utiliser à l'extérieur. Donc on voit bien qu'on est dans un autre monde, que cet autre monde, certains le nient, et qu'en revanche, on a besoin, vous l'avez dit, Harold Duvar, de pouvoir soutenir l'économie. Il y a pas si longtemps, le maire de Nogent-le-Rotrou, c'est très bien, Duralex a eu des difficultés au moment de la Covid-19 parce que c'était difficile. Les commandes n'arrivaient plus. On a soutenu cette entreprise. Il faut continuer cette entreprise. On a oublié, vous étiez au cabinet, les Jabis. Vous vous souvenez de les Jabis ? On a aidé à un moment les Jabis. Ça a fermé parce qu'il n'y avait pas de marché. Mais je crois, moi, sincèrement, que dès qu'on aide des entreprises locales, dès qu'on met les moyens, dès qu'on mobilise les consommateurs de proximité, c'est un vrai enjeu de solidarité et les acteurs sont attachés à ce qui est fait près de chez eux. Philippe Bouriaki. Merci Bernard, il me tend la perche. Moi, je suis un écolo. Donc, effectivement, les problèmes d'énergie, je le disais, il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Il faut le mix énergétique. Le mix énergétique, c'est des méthaniseurs, c'est les degrés bleus lorsqu'on récupère la chaleur venant de nos égouts, la géothermie, les éoliennes, les hydroliennes, les barrages qu'on est en train de privatiser, ça c'est une grosse erreur. Et en tout cas, moi, je suis pas réfractaire à dire que le nucléaire, aujourd'hui, on peut pas s'en passer. Il faudra essayer d'en sortir, évidemment, parce que c'est dangereux, le nucléaire, mais il y a beaucoup moins de morts. C'est maîtrisé, en tout cas. Complètement, surtout en France. Les conditions. C'est moins que le charbon. Mais carrément. C'est même pas comparable. Non, c'est le jour et la nuit. Moi, je voudrais en appeler à la responsabilité tout un chacun. Il faut pas qu'on ait peur du mot patriote, national, patriote acte. Moi, je suis français, je suis fier d'être français, je sais ce que je dois à mon pays et j'aime mon pays plus que tout au monde. Après mes enfants, bien évidemment. Mais qui font partie du pays, donc en qui même font temps, partie. Mais c'est eux qui portent le pays. C'est nous les forces vives avec les gosses. Mais ce que aussi, je veux dire par là, évidemment. c'est qu'il faut qu'on consomme différemment. Il faut consommer moins, mais il faut consommer mieux. On est dans la surconsommation. Christelle l'a dit, c'est-à-dire qu'on prend, on jette, et on achète souvent du truc made in China qui ne dure pas très longtemps. Et donc il faut se dire peut-être qu'il faut pas suivre toujours les modes, acheter moins, mais acheter français, parce que c'est surtout de nos emplois
oui, dire c'est plus cher, mais au moins c'est plus solide. Allons-y. C'est plus solide. On l'a plus longtemps. Faut et mieux puis, réfléchir puis quand surtout, on achète. C'est être patriote, c'est être citoyen responsable. Je veux culpabiliser personne en disant ça. Je comprends très bien que celui qui a pas beaucoup de sous, c'est pas facile d'acheter solide. On consomme moins, mais on consomme local parce que c'est nos emplois. Et donc, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Donc, on a aussi ce pouvoir en tant que consommateur, le pouvoir de choisir où est-ce qu'on aiguille nos sous en début, en milieu et en fin de mois. Moi, je vous assure que je consomme à 95% français. Je fais vraiment attention aux excitages, où est-ce que c'est fait. Et les 5% restants, c'est européen. Alors, je suis un menteur parce qu'il y a peut-être 2-3 produits qui viennent sur des plateformes que je ne trouve pas ailleurs, malheureusement. Mais essentiellement, français. Je consomme moins, je mange moins, mais mieux et de la bonne qualité et de la viande française de chez nous, de nos terroirs et de nos paysans. Christelle Nias. Peut-être pour clôturer, en tout cas pour moi, sur ce sujet, c'est effectivement, vous le disiez très bien, l'appareil industriel, il a beaucoup changé aujourd'hui. Donc, on a tendance à dire, c'est vrai, c'est mieux chez les autres d'avoir des sites industriels. Maintenant, c'est inclus dans toutes les commissions d'achat, les commissions d'appel d'offres. On fait très attention sur les conditions environnementales, ça rentre dans les clauses. Il ne faut pas toujours céder, effectivement. Pour les marchés publics. Les marchés publics, voilà. Il faut effectivement pas céder à la pression, on va dire, permanente. Mais le comble, c'est que souvent, les industriels ou ceux qui essayent de relancer des industries dans le pays ne trouvent pas de salariés pour faire le boulot. Parce qu'il y a une mauvaise image, en fait. C'est ça que disait Bernard Cohenade, alors que l'industrie d'aujourd'hui, parce que le travail ne paie pas assez. Et puis les profs n'osent pas dire aux comment on élèves, fournit les filières, comment on fait du lien. Soudeur, ouvrier, aujourd'hui, ça peut être très bien payé. Particulièrement, plombier, enfin tous les métiers qui hier étaient dénigrés, aujourd'hui trouvent des débouchés absolument extraordinaires. Et vous vivez beaucoup mieux quand vous avez un métier manuel souvent que... Alors voilà pour le coup de cœur de soutien notamment à Duralex et à notre industrie d'Harold Huvar, le député et ancien maire de Nogent-le-Rotrou, Percheron, qui est avec nous. Bon, très bien. On va clore ce débat-là et on va aller alors de manière plus massive sur les JO, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, avec vous Bernard Cohen-Haddad, coup de gueule des acteurs économiques, semaine catastrophique, mais en même temps vous dites il ne faut pas nous gâcher la fête. Bon, alors il y a ces attaques massives sur la SNCF, mais très bien, à part ça, qu'est-ce que vous voulez nous dire là ce matin? Écoutez, moi d'abord, Thierry, je suis fier, j'ai vraiment beaucoup d'envie. On est tous d'accord. Là. Non, tout le monde n'est pas d'accord, justement. Regardez, Madame Tondedier, elle dit qu'elle n'est pas du tout d'accord sur les Jeux Olympiques. Et donc, moi, je suis très fier des Jeux Olympiques. Je suis très fier qu'on ait ça dans les territoires. Je suis très fier qu'on ait des athlètes qui ont travaillé, nos entreprises aient soutenu des athlètes, y compris paralympiques, on n'en parle pas assez, y compris les PME, parce que c'est un budget pour gagner une médaille. Et donc, moi, mon coup de gueule, c'est aussi un coup de foudre et un coup de bambou. Alors, c'est un peu comme le podium olympique, 1, 2, 3. Donc le coup de gueule, c'est quand même ce qu'on vit depuis un mois, et je crois que c'est pas faire gna gna gna, pour reprendre l'expression de Madame Hidalgo, c'est pas non plus de faire la fine bouche, c'est de se dire que effectivement les touristes sont pas au rendez-vous des commerces, de la consommation locale, que nos restaurateurs, que nos hôteliers, que nos commerçants, que l'ensemble aussi de ceux qui vendent. Ça, vous le regrettez? On le regrette parce que on s'attendait à une fête phénoménale de l'activité, des métiers, des savoir-faire. Elle n'est pas là dans le panier. C'est lié à quoi, à votre avis? C'est lié à une série d'indices. Oh non, parce que vous savez, on réserve pas le 4 juillet ou au mois de juin pour venir aux Jeux Olympiques. On réserve 6-8 mois avant. C'est tout simplement une ambiance. Et puis ça a été dit, y compris des problèmes de pouvoir d'achat. Et puis l'incapacité d'avoir des places pour les JO. Vous avez des places, vous? Moi, faut pas le dire. Moi, je regarde. Non, on a vendu 15 millions de billets. Oui, mais 15 millions, mais tout le monde n'a pas les moyens de se les payer, cher. Un des sujets, c'est aussi qu'on a fait ça dans Paris. Et alors, donc évidemment, ça bloque. Si on voulait la scène, on l'aurait fait hors de Paris. On l'aurait fait dans un stade, c'était pareil. Ça a créé une psychose il faut fuir Paris, ça va être impossible. Il y a un faisceau d'indices, de difficultés. Aussi une météo qui a été catastrophique, je vous le redis, les gens qui n'ont pas consommé des glaces... Mais ça, pardon, je l'aime pas toujours, et c'est bien connu ici, mais ni Madame Hidalgo, ni Monsieur Macron... Et je ne dis pas que c'est la faute de la maire de Paris, je ne suis pas simplement... C'est un constat. Fort heureusement qu'elle n'y est pour rien, parce que sinon on aurait toujours du mauvais temps. Je plaisante, je suis provocateur. Non, mais je vous provoque, Thierry, je vous provoque. Ce que je veux dire, c'est que c'est un constat amiable. Si on ne fait pas un constat économique serein,
on est dans un côté partisan. Mais regardez, pardonnez-moi, mais il y a eu ce côté, on fait peur, mais finalement, l'affaire de cette nuit justifie la concentration sécuritaire qui était jusque-là déployée. Mais on ne dit pas le contraire, personne conteste ça. Moi, je constate qu'économiquement, les touristes et les dépenses ne sont pas là. Je ne dis pas c'est la faute à un tel, je dis juste il y a une faisceau d'indices. Le business c'est pas bon. Allez dire à ceux qui font, j'étais encore dans un restaurant hier midi, qui font moins de 50% de chiffre d'affaires, que c'est ceci, que c'est cela. Eux, ils voient tout simplement qu'après, il faut payer les loyers, l'électricité, les salaires. Ça c'est déjà le coup de gueule. Ouais. Le coup de foudre. Parce que, je vous le redisais, moi j'ai envie que ce soit une réussite. Ce soir, la cérémonie. Ce soir, mais pas que ce soir, je veux dire jusqu'au 8 septembre, parce que n'oublions pas les Paralympiques. On a tendance à les mettre un petit peu à la queue du camion. Non. Moi, les Paralympiques, c'est aussi important que les autres. Pourquoi vous insistez là-dessus, si ce n'est... Parce qu'on n'en parle jamais, très peu. Il y en a qui vous disent que à partir de mi-août, le reste, c'est de la gnognotte. Moi, je pense que les Paralympiques ont fait un super boulot et que c'est une équipe, c'est tout le monde ensemble. Ça, c'est le premier point. Donc moi, je suis pour le coup de foudre, pour que cette cérémonie, on aime ou n'aime pas le défilé, les bateaux, ça, à vrai dire, c'est accessoire. On le verra peut-être pas, d'ailleurs, ce soir, sur les bateaux. Et puis, est-ce qu'on se baignera? Parce que comme il pleut, on n'en sait rien. L'important, en tous les cas, c'est que ce soit une fête de la France, de l'attractivité de nos villes, de la mise en valeur de nos champions. Ça, c'est le dernier point, c'est le coup de bambou. Et c'est pour ça, je reviens sur ceux aujourd'hui qui font la fine bouche, ce qui n'est pas mon cas. Aujourd'hui, déjà, on travaille sur l'accessibilité des PME au marché olympique, la charge sociale, etc. On a tout fait. Ça fait 18 mois qu'on travaille avec les préfets. Ça fait 18 mois qu'on travaille avec les régions. Ça fait 18 mois qu'on travaille avec l'État. Ça fait 18 mois qu'on travaille avec les acteurs économiques pour faire en sorte que cette fête soit un héritage, y compris en matière d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. C'est ça qui est important. Je parle de l'héritage positif des Géos, en économie circulaire, comme l'a dit Philippe, en amélioration des sites, en tout simplement faire en sorte que les sites sportifs soient accessibles aux collaborateurs, aux gens dans les cités. C'est ça qui est important. Rendons hommage à cet égard à tous ceux, ouvriers, techniciens, ingénieurs, architectes, chefs d'entreprise, financiers, qui ont finalement réussi, parce qu'il faut bien dire les choses, c'est livré à temps, et c'est à peu près, ça fonctionne. On a parlé de, par exemple, pour... le Grand Paris Express va changer l'Île-de-France. Bien c'est ça, oui. Et puis la façon même dont les volontaires organisent l'arrivée et les fouilles dans les sites olympiques, globalement ça fonctionne et les sites étaient pleins, on l'a vu avec le rugby à 7 hier, Sud Radio c'est la radio du rugby et hier soir en direct on soulignait le fait que face aux Fidji d'abord et ensuite pour toutes les autres équipes et la victoire des Bleus, elle s'est faite en présence de stades pleins et les gens étaient heureux, donc ça marche en fait, ça vient doucement. C'est pour ça que mon coup de bambou, c'est pour dire à ceux qui sont un petit peu les empêcheurs d'avancer qu'on veut que demain les acquis soient positifs et restent dans la durée. On revient au JO, bien sûr, avec les JO dans tous leurs états. Ce sera avec Joseph Ruiz à partir de midi, mais on revient avec nos 4 débatteurs sur leur coup de gueule, leur coup de cœur et la politique dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. C'est pas un débat, mais c'est un événement. Vous savez que la SNCF a dû faire face cette nuit à 5 attaques coordonnées contre des nœuds, des points névralgiques de son système grande vitesse, essentiellement dans l'Ouest, la Bretagne visée. Et Philippe Bouriaki, un de nos 4 orateurs, un de nos 4 débatteurs de cette matinale avec Mettez-vous d'accord, suggérait aux gens, nous disait tout à l'heure, et on l'a écouté peut-être, n'allez pas dans les gares et surtout la gare Montparnasse, mais n'allez pas dans les gares, vous rajoutez de la foule à la foule, parce que peut-être il peut y avoir une deuxième menace derrière, après les blocages, on pousse les gens dans les gares, et puis bon, alors ça peut être vrai aussi à Brest, ça peut être vrai à Rennes, ça peut être vrai à Quiberon, ça peut être vrai à Vannes, au moins, Quiberon, il y a moins de trains à Quiberon, mais à Vannes au moins, enfin dans tout l'Ouest, Nantes bien sûr, partout, et Bordeaux, parce que tout l'Ouest est attaqué. En vérité, les gares sont dimensionnées pour un certain flux. Donc si vous rajoutez du monde à ce flux... Enfin, on fait peur en même temps, là. Non, je veux pas faire peur. On va gâcher la journée, là. Alors, je préfère gâcher la journée et sauver des vies. Hormis une attaque terroriste ou un fou furieux, un psychopathe, et on l'a vu ces derniers jours où on a nos anges gardiens. Oui, on ne sait pas encore à l'heure qu'il est s'il y a une menace derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que un mouvement de panique
subie d'un seul coup parce que quelqu'un se met à crier, parce que elle est en panique, elle n'a pas son train, doit récupérer son enfant qui est handicapé à l'autre bout de la France, et vous êtes à 15 mètres, vous savez pas ce qui se passe, vous entendez quelqu'un hurler, vous pouvez avoir peur, partir en arrière, vous êtes bloqué contre une foule, il peut y avoir des gens qui peuvent se faire écraser, et donc n'allez pas encombrer, attendez vraiment, je vous en supplie, pour votre sécurité, pour la sécurité du personnel aussi qui veille à notre sécurité, je vous en supplie, Philippe soyez Bouriaki, patient et attendez le message de la SNCF. Qui est à la fois un écolocentriste, homme de sport, élu d'Île-de-France et spécialiste des questions de sécurité, qui nous disait cela avec donc autour de la table Harold Duvar, qui est député Lyot de Nogent-le-Rotrou, ancien maire de Nogent-le-Rotrou, Bernard Cohen-Haddad qui représente les PME d'Île-de-France et Christelle Niasme, conseillère municipale droite républicaine de Villeneuve-Saint-Georges. Alors vous aviez un coup de gueule, mais un coup de gueule de soutien à une sportive française. Tout à fait, parce que j'ai toujours du mal, coup de gueule, coup de cœur, voilà, je suis plutôt une fille douce, voilà. Bon, mais et c'est un vrai coup de gueule, je pense, contre les détracteurs d'une championne val-de-marnaise, et peut-être plus largement à tous les détracteurs des JO, voilà, Dico, qui font du bashing. Ah oui, alors j'y viens, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Romane Dico. Qui est Romane Dico, c'est une jeune femme qui est une judokate qui a grandi, qui vient de la ville de Villeneuve-le-Roi, juste à côté de Villeneuve-Saint-Georges. Exactement. Nous, on traverse la Seine. Vous disiez tout à l'heure la Seine. Nous, on l'a la Seine. Alors, si on veut faire des épreuves chez nous, bienvenue dans le Val-de-Marne. Bon, et alors, Romane Dico. Elle est championne du monde. Elle a un titre de championne du monde. Elle a été médaillée, exactement, de judo. Elle a été médaillée aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, c'est une très grande sportive et une fierté val-de-marnaise, comme on en a beaucoup. Donc, on n'a peut-être pas d'épreuves, mais on a des athlètes qui méritent d'être suivis lors de ces JO. Et elle, aujourd'hui, elle est victime. Elle le disait dans la ligne du Parisien il n'y a pas très longtemps, de grossophobie, de critiques. Attendez, grossophobie. Qu'est-ce que c'est que la grossophobie ? Ah bah ça fait partie de... Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a toujours une raison de faire du bashing. Alors, et puis quand on est une femme, forcément, on se rattache souvent à l'aspect physique. Parce que c'est une puissance, exactement. Elle a le physique d'une judokate, c'est-à-dire que c'est pas le même physique qu'une danseuse, une ballerine, et c'est ce qui lui permet peut-être d'être championne aujourd'hui. Et on la critique pour ça. Et elle est critiquée sur les réseaux sociaux, sur la couleur de sa peau, sur l'aspect de son corps. On est bien d'accord. Alors que peut-être qu'aujourd'hui, ce à quoi il faut s'attacher, c'est déjà avoir un peu d'humilité face au palmarès de cette jeune femme, parce que quand à 17-20 ans, on a des titres de champion. Enfin, je veux dire que là, ces gens mériteraient de s'incliner. Et puis, je les invite à sortir de derrière leurs écrans pour eux peut-être aller faire un peu de sport. C'est les minorités, mais ça fait du bruit, c'est ça. Et donc, Romane, si tu nous entends, nous dit Christelle Niasme, on te soutient, Romane Dico. Complètement, et ramène-nous des médailles. Ramène-nous des médailles. Bon, alors Philippe Bouriaki, votre coup de cœur. Si je peux rebondir, je connais très bien Romane Dico puisqu'on est du même club de judo et elle fait partie du même canton que Orly et Villeneuve-le-Roi. Et c'est une femme juste extraordinaire. Vous savez que on fait des fêtes de club pour Noël et en fête d'année, et Romane vient, a fait des photos avec les enfants, a fait des dédicaces, elle n'a pas oublié son club d'origine. Donc je salue le Randori Club de Villeneuve-le-Roi. Je salue par la même occasion le maire Didier Gonzalez, qui est un fou et un fanat de sport, et il organise plein de choses. Mais c'est Romane Dico qui nous intéresse là. Mais c'est un grand soutien. Je salue aussi le département qui a soutenu et qui soutient Romane Dico. Et vraiment, c'est une femme extraordinaire. Et ce qui lui arrive en ce moment, c'est juste dégueulasse, parce que c'est une des plus grandes chances de médaille olympique. Et vous êtes allé prendre le kimono avec elle sur le. N'essayez pas. Mais c'est mal passé pour moi. N'essayez pas. Vous êtes ceinture quoi? Alors que j'étais à 120 kilos et qu'elle en était à 90 à l'époque. Ça s'est très très mal passé pour moi. Ah ouais. Et vous êtes ceinture quoi, vous? Moi, je suis ceinture bleue au judo, mais je viens plutôt du jiu-jitsu. Mais même en judo néoisa, ce qu'on appelle le jiu-jitsu, elle m'a massacré. Ah, d'accord. Bon, enfin, bravo. Romane, on est derrière toi, il n'y a pas de problème. Sud Radio et tous ses auditeurs de toute la France. Bon, mais alors, attendez. Vous aussi, vous vouliez, Philippe, faire un coup de cœur. Alors, au bleu, c'est pas que Romane, tous les bleus, toute l'équipe de France. Tous les bleus, avec ou sans eux, puisque nous avons aussi nos sportifs préférés féminins qui vont nous faire vibrer. Et, ça a déjà commencé, handball, bravo. Après ces dernières semaines de morosité, où on a eu les élections européennes, où tout le monde s'est entretué, les législatives, on a craint le pire, en tout cas pour notre... Oui, bien sûr, politiquement. On a craint le pire, en tout cas pour notre nation, pour notre vivre ensemble. Aujourd'hui, beaucoup de Français et de Françaises, des compatriotes, ont le moral en berne, n'ont pas la joie de vivre. Et je sais que ces jeux, ces moments de
de ferveur et de liesse populaire vont pouvoir redonner du peps, du baume au cœur, le moral. Et donc, moi, je voulais dire à tous nos athlètes, premièrement, on vous aime, on est fiers de vous. Vous représentez, évidemment, vous, à titre personnel, mais vous représentez notre nation, notre pays, notre savoir-faire. Nous sommes fiers d'être français. Nous devons tous et toutes être derrière vous. Nous avons besoin pour vous que vous nous donniez de l'émotion, des frissons et des larmes de joie. Faites résonner la Marseillaise, le plus bel hymne national au monde. Le plus souvent possible, quoi. Le plus souvent possible. Non, pas le plus souvent. Ah bah si. Au minimum 100 fois. Ouais, bah au minimum. Vous voulez 100 médailles, c'est ça? Au minimum. 100 médailles. Ouais. 100 fois, donc 100 médailles d'or. Bon, très bien, mais pardon, je vous ramène à une réalité. Il y a une très bonne formule de Bernard Cohen tout à l'heure. On veut nous gâcher la fête, parce que même si c'est loin des sites olympiques, c'est pour y aller, au moins le train. Bon, avec cette attaque simultanée, je veux dire, il y a quand même, qu'il soit étranger ou qu'il soit français, on ne sait pas encore. Le Parisien libéré aujourd'hui en France a l'air d'évoquer une piste ultra-gauche et peut-être même des complicités internes au sein de la SNCF, ce qui serait gravissime. Il y a des gens dans le pays, et puis des gens à l'extérieur peut-être qui les aident, qui veulent le chaos. Disons les choses, non? C'est pas votre sentiment? Dernier tour de table avant la fin de ce mettez-vous d'accord. Est-ce que là-dessus vous êtes tous d'accord? Il y a des gens qui veulent le chaos. Bien sûr. Mais non, mais c'est une réalité. Hein. C'est comme je le disais tout à l'heure. Christelle. On nous a promis le chaos. On nous avait déjà, on a vu les greens saccagés il y a quelques temps. Les greens des greens sur les terrains de golf. Exactement. Il y a une volonté de faire des Jeux Olympiques un objet politique. Le moyen de développer des étendoirs pour faire passer des messages dont on n'a pas envie sur ce temps de fête. Harold Duvard, député maintenant. Oui, alors j'ai jamais vu dans l'histoire de Jeux Olympiques qui se déroulaient dans un contexte parfaitement calme, avec une situation internationale parfaitement plate et tous les clignotants au vert. Voilà, la vie d'un grand peuple et d'une grande nation, c'est forcément des difficultés. Donc un grand peuple, ça doit aussi être capable de garder le sens de son unité et de la fête, même si en permanence il y a des difficultés et des bâtons dans les roues. Cette volonté de certains ultra minoritaires parfois, mais très très techniques, on vient de le voir, de déclencher la volonté de déstabilisation, elle existe depuis toujours. Ce qui est inquiétant, c'est si on arrive, nous, le peuple français, à nous laisser distraire de nos grands objectifs, parmi lesquels il y a de donner la meilleure image possible de ces pays à l'égard du monde. Dernier mot, Bernard Cohen-Haddad et Philippe Bouriaki. Alors la trêve olympique, c'est un peu comme la trêve des confiseurs, hein, Thierry, c'est un beau symbole, c'est ce qu'on aspire, mais tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas la même élégance, la même culture, et ceux qui veulent nous gâcher la fête se trompent de combat. Oui. Il y a des ennemis de l'extérieur et des ennemis de l'intérieur. Je rebondis sur ce qu'a dit Bernard pour rappeler un fait historique. La trêve olympique, c'est Valérie Pécresse la première à l'avoir demandé, suivie de Patrick Caram bien avant le président de la République. Et rappeler que la région Île-de-France est le premier partenaire financier en termes de collectivité territoriale après l'État, est bien très très loin devant la ville de Paris. Merci. Et on aura une très belle fête. À tous les quatre, Christelle Niasme, Bernard Cohen-Haddad, Harold Duvard, d'avoir été en direct, Philippe Bouriaki. Et donc, on va reprendre votre formule. Allez, les Bleus. C'est parti. les Bleus. Les JO dans tous leurs états. C'est tout de suite avec Joseph Ruiz, après le flash, après les journaux, sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.